102 millions de barils par jour, voilà ce qui devrait être consommé, c'est une moyenne évidemment, cette année dans le monde, soit un record historique selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premvio. On a beau parler tout le temps de transition énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique et de la planète, la réalité, c'est que 2023, ce sera l'année où la demande mondiale d'or noir est repartie et sera la plus importante jamais, ever, comment dire. Oui, et c'est pas terminé, puisque dans les projections qu'ils font jusqu'en 2028, on devrait atteindre un sommet un peu plus au-delà de 105 millions de barils jour, et donc à horizon 2025, 2026, 2027. Donc effectivement, on est sur une forme de contradiction entre les éléments de langage qu'on manipule quasi quotidiennement et les résultats finalement sur le terrain de la consommation notamment de produits pétroliers. Alors évidemment il y a la question en fait du transport, mais il y a l'usage aussi du pétrole qui est fait. Le vrai sujet c'est qu'il y a une augmentation en fait prévisible, alors essentiellement à travers en fait l'aviation, qui est vraiment boosté. Là, d'ailleurs, en fait, on en parle aussi dans les médias en disant ces jeunes générations qui disent être sensibles à la transition énergétique n'ont jamais autant pris l'avion pour partir en vacances. Donc là aussi, il y a une forme de contradiction à l'intérieur même de nos sociétés. Donc ça se traduit dans les faits, puisque là, véritablement, il y a une augmentation, un recovery, hein, parce qu'il y avait eu une énorme baisse, en fait, initialement, en fait, de la consommation de carburant en termes d'aviation donc, au cours des années passées. Donc, on est en train de revenir sur des niveaux qui sont assez élevés. Les projections d'ici 2028, c'est plus de 2 millions de barils par jour consommés à travers la consommation de carburant pour l'aviation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en fait, vous savez, tout ce qui est coproduit pétrolier, à savoir les matières premières pétrochimiques. Donc, c'est toute la chimie qui est faite à travers ou à partir, en fait, d'éléments pétroliers. Là aussi, la consommation n'a pas tout à fait la même, enfin, ne suit pas la même trajectoire que ce qui concerne plutôt tout ce qui est usage traditionnel, à savoir énergie, issu du pétrolier, où là, pour le coup, on devrait piquer, on devrait atteindre le pic autour de 2025-2026. Parce que même dans l'industrie éolienne ou solaire, il faut de la chimie aussi en amont, hein, il faut des membranes, il faut, et donc il faut de la pétrochimie. La demande donc de pétrole mondial sera plus élevée cette année que 2019. On peut dire que la parenthèse Covid se referme. On aurait atteint dès 2021 un niveau plus élevé s'il n'y a pas eu de Covid. Oui, évidemment. Donc là, c'est un manque à gagner. On a rattrapé du retard. Alors, il ne faut quand même pas minimiser la prise de conscience qui s'est progressive, qui n'est pas liée qu'au Covid d'ailleurs, hein. C'est plutôt une prise de conscience sociétale de l'importance à travers en fait, le sujet du réchauffement climatique et de la transition environnementale qu'il faut adresser pour répondre à celui-ci. Donc il y a quand même une modification assez profonde à travers tous les plans de relance qui ont été faits. Beaucoup ont été orientés, quel que soit l'endroit du monde, autour de la transition environnementale et énergétique. Ça va être mis en place, mais il faut du temps pour ça, hein. Si vous ne changez pas de modèle en fait en 3 mouvements. Donc il va falloir du temps pour commencer à le voir, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est j'ai parlé tout à l'heure de la contradiction de nos sociétés. Alors, des jeunes générations qui prennent beaucoup l'avion alors qu'ils se disent sensibles à la transition énergétique. Ça traduit aussi une forme de paradoxe au niveau mondial, puisqu'on n'a pas les mêmes trajectoires dans les vieilles économies. Et elles deviennent plus frugales, il faut l'avouer tout de même, hein. C'est-à-dire on est quand même sur arrêtons de nous flageller aussi, hein. En Europe, on voit une baisse de la demande de pétrole en moyenne en Europe. Évidemment, aux États-Unis, on n'est pas sur les mêmes niveaux, mais on est quand même sur des trajectoires qui sont clairement, qui tendent vers une forme enfin, on ne veut pas appeler ça de frugalité, mais on va dire un arrêt en tout cas de l'augmentation en fait de la consommation, donc par rapport au passé, ce qui n'est pas le cas de l'autre partie de la planète, l'Asie évidemment, avec la Chine d'une part qui se déconfine, donc naturellement qui retrouve en fait des niveaux de consommation un peu plus normaux. Chine, deuxième plus gros consommateur de pétrole. Évidemment, voilà, et avec dans les projections en fait un rôle important de la Chine, à travers d'ailleurs sa consommation de matières premières pétrochimiques, hein, plus que de carburant, mais aussi en fait l'Inde. Donc, qui, vous savez, est un pays très très peuplé, qui n'a pas complètement terminé sa transition démographique, alors que la Chine, elle, voit sa population stagner, voire diminuer maintenant, et ça va continuer. Donc, on peut penser qu'il y a une forme de la frugalité, ils y viendront avec le temps. En plus, ils mettent le paquet en termes de dépenses publiques pour s'assurer cela. L'Inde, on n'est pas tout à fait au même stade de développement. Et donc, si on faisait juste une règle de 3 entre le nombre multiplié par la consommation, et bien là, on pourrait être inquiet. Est-ce que tous les efforts qui sont faits par nos vieilles économies suffiront à compenser? Voilà, par la Chine aussi, il faut quand même l'avouer, suffiront à compenser ces velléités. Ces paradoxes-là, il va falloir à un moment donné y répondre. Sachant que, évidemment, on développe, tout le monde accélère, notamment la Chine, l'Europe et les États-Unis sur les renouvelables, il n'y a pas de sujet, mais on est toujours et encore aujourd'hui à l'ère des hydrocarbures. C'est ça la réalité, et ces 102 millions de barils par jour, record historique, le prouve. Oui, c'est pas terminé, encore une fois, hein. Enfin, les projections amènent à horizon 2028 à un sommet entre 105 et 106 millions de barils jour. Alors, avec un sujet qui va être assez déstabilisant,
tout de même, là d'un point de vue plus économique. Donc on l'a parlé en fait du sujet de consommation, évidemment ça passe faire du jour au lendemain et on est sur une trajectoire beaucoup portée par les pays émergents, donc qui va continuer à être un peu ascensionnelle en dépit du fait que... Alors la question se pose tout de même d'un point de vue géopolitique. Est-ce que pendant longtemps, finalement nos vieilles économies vont accepter de payer plus leur énergie, parce qu'évidemment ça coûte plus que changer la transition énergétique, elle fait que l'énergie coûte plus cher que dans la période d'avant. Eh bien, cette distorsion en fait, de comportement entre les vieilles économies ou les économies avancées versus les autres, cela peut-il durer très longtemps ? Parce que ça veut quand même dire concrètement que la compétitivité des entreprises dans ces vieilles économies-là se dégrade par rapport aux autres. Donc à un moment donné, l'autoflagellation, ça dure qu'un temps. Donc ça pose la question de la durabilité de cette trajectoire duale, avec d'une part plus de frugalité dans nos vieilles économies versus un monde émergent qui continuerait de fonctionner avec les mêmes codes d'avant. Ça risque en fait à un moment donné de tanguer. Puis le deuxième élément tout de même dans ces projections-là, c'est que, vous savez, le modèle de prévision le plus partagé sur la place, c'est quoi ? C'est ce qui vient de se passer. C'est ce qui vient de se passer au cours des 3, 6, 9, 12 derniers mois. Et peut-être que là, en l'occurrence, à travers, donc 2023, c'est fait, mais 2024, dans les projections qui sont anticipées, peut-être n'intègre quand même pas l'effet ralentissement qu'on est en train de vivre, évidemment dans nos vieilles économies, mais qui aura aussi des répercussions dans les économies émergentes, qui font que peut-être les projections qui sont faites en termes de consommation de pétrole sont trop optimistes. Sont un peu trop optimistes. Comme toujours, en fait, encore une fois, on projette ce qui vient de se passer. Oui. Et on dit ça va se continuer. Sauf que l'histoire n'est pas... Et j'ai bien peur de... Enfin, en tout cas, on observe quand même depuis une décennie qu'au final, jamais, finalement, les trajectoires prolongées n'ont été aussi entrecoupées de chocs externes. Ouais. On parle évidemment des crises sociales que le monde a connues entre 2015 et 2020, les problématiques de tension internationale en termes commerciaux entre 2015 et 2020 qui continue de perdurer, la crise sanitaire là aussi en 2020, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui fait que, vous savez, il faut aussi se méfier des projections linéaires comme celle-ci. Encore une fois, le monde est perclus et de tensions et de paradoxes et qui fait que ce type de projections-là seront peut-être... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont la demande mondiale de pétrole vient des pays émergents, vient de la Chine, et que l'Europe a baissé sa consommation mondiale européenne de pétrole, et les États-Unis l'ont à peu près stabilisé. C'est ça. Alors, la photo aujourd'hui. Exactement. D'où quand même des conséquences là aussi. Le monde, ce n'est pas des silos qui ne communiquent pas entre eux. D'où quand même la question de la résilience du monde actuel à travers les tensions géopolitiques que tout ça va créer. Combien de temps nos vieilles économies vont accepter de perdre en compétitivité au regard en fait, de comportement des autres? Et ça peut sous-tendre par contre des avancées politiques. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on parle de TVA sociale, environnementale aux portes de l'Europe, par exemple? Ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait très 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 longtemps. Donc ça serait peut-être une manière pour répondre à la perte de compétitivité associée à la transition énergétique. Peut-être faudrait-il compenser cela aux portes de l'Europe quant aux importations qu'on fait qui viendraient de pays qui ne sont pas assez engagés dans la transition énergétique, qui seraient finalement pénalisés. On ne ferait que rééquilibrer la compétitivité de nos entreprises plus vertueuses sur ce front. Alors là, on parle d'environnement, mais aussi on peut parler de sociétal, versus d'autres qui le sont moins. Peut-être qu'un jour, ça finira par arriver, mais il va falloir en fait maintenant passer de la parole aux actes parce que sinon ça risque à un moment donné de coincer. Pierre, du point de vue des majors pétrolières, comment est-ce qu'elles voient ça? Parce que la demande est là. Pourquoi les pétroliers, au-delà du fait de respecter l'accord de Paris et leurs engagements, pourquoi est-ce que les pétroliers pomperaient moins et investiraient moins dans les hydrocarbures? Alors, dans la notion d'investissement, aujourd'hui, on n'investit pas moins. On investit en fait quand même beaucoup, voire même plus en fait que les années passées. Oui, parce que c'est logique, parce que la demande est là, évidemment. Et alors ça, les gens qui pensent que c'est l'offre qui fait la demande, en réalité, c'est souvent la demande qui fait l'offre. Voilà, et puisque le métier d'une entreprise, c'est d'abord identifier la demande et y répondre. Donc, ça va être compliqué. Et là encore, il va y avoir un paradoxe. Au niveau international, toutes les majors pétrolières ne vont pas avoir le même comportement, évidemment. Et quand je parlais de perte en compétitivité, il y a une dimension sociétale, mais aussi sociétale dans les majors pétrolières, par exemple européennes, qui n'est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, d'une part, et encore plus dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou même la Chine. Et là, il va y avoir aussi une distorsion de concurrence. Donc, on va avoir un flot d'investissement important, mais certains vont beaucoup investir dans les énergies renouvelables parce que sociétalement, c'est nécessaire, de par leur origine. D'autres peut-être un peu moins, et il va y avoir à un moment donné un peu de frottement ou de friture sur la ligne, surtout si jamais on est effectivement face à des investissements qui sont assez importants, donc on augmente la capacité de production. Si jamais les demandes dont je parlais tout à l'heure ne sont pas tout à fait au niveau, on pourrait se retrouver avec un marché, parce que attention, les prix normalement c'est le rapport entre l'offre et la demande, tout ce que vous me dites là devrait faire que les prix sont beaucoup plus élevés. Ben voilà, c'était ma question, c'était ma dernière question. Non mais logiquement, on était à 100, j'ai regardé à 102 dollars
le cours du baril en moyenne en 2022. On est aujourd'hui autour de 75 $. On se dit, avec tout ce qu'on s'est dit là, pourquoi est-ce que le baril n'est pas plus haut? Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, y compris dans ce domaine-là, estiment que l'impact 2023, enfin de second semestre 2023 et 2024 du ralentissement de l'économie mondiale sera susceptible de ne pas faire se réaliser ces demandes-là ou ces niveaux de demande-là. Donc c'est une forme d'anticipation. Donc là aussi, il y a un paradoxe. Il y en a un des deux qui a raison. Là, en l'occurrence, je tendrai plutôt vers les investisseurs qui, le signal prix nous semble plus à même de traduire la réalité économique du ralentissement de nos vieilles économies, en sachant que beaucoup de gens pensent que les économies émergentes sont autonomes des vieilles économies. C'est faux, y compris pour la Chine, parce que beaucoup de gens disent que la Chine est la locomotive de l'économie mondiale. Déjà, vous avez vu qu'elle a du mal à reprendre son marché intérieur et elle reste encore très dépendante de son marché extérieur, à savoir de ses exportations. Et les exportations de la Chine, c'est quoi? C'est pas autre chose que la demande interne de nos vieilles économies aussi. Donc tout ça n'est pas indépendant, et donc c'est la raison pour laquelle je pense que les signaux prix sur une demande qui n'atteindra peut-être pas les projections qui ont été faites tout récemment, en tout cas en 2024, sont probablement valables. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.